C'est l'heure des éditos sur la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission La Tribune des éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision Twi TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour ce numéro, il sera essentiellement question avec mes invités de la situation nationale marquée ces dernières heures par des rumeurs de coup d'État. À cette émission, il sera également question de la suite à donner après l'enrôlement de 90 000 VDP. Et enfin, à l'international, nous reviendrons sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Voici annoncé les grandes lignes pour cette émission de la Tribune des éditos et mes invités du jour. C'est tout d'abord Daouda Kinda, il est journaliste au quotidien. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. À vos côtés, nous avons Lévi Confé, il est journaliste à l'Observateur Palga. Bonjour. Et juste à ma gauche, nous avons Abdoulaye Tao, il est directeur de publication du journal L'Économiste du Faso. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Et à vos côtés, nous avons également Albert Nagrego, qui est aussi directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Bonjour. Bonjour. Rumeur de déstabilisation de la transition. Attention à ne pas se tromper d'adversaire. C'est le titre de l'édito du journal Le Quotidien. Sur ces questions de rumeurs, justement, alors Daouda Kinda, quelle est l'interpellation à travers cet édito? En fait, il faut dire que depuis quelques années ou peut-être quelques mois, les Burkinabés sont devenus un peu très friands des rumeurs qui sont distillées sur les réseaux sociaux. Je parlais de WhatsApp, Facebook et autres réseaux. Donc il suffit qu'un kidam se lève et il pense à une information là, qu'il publie sur les réseaux sociaux et vous voyez que immédiatement il y a des gens qui vont croire en la véracité de l'information qui est distillée et qui vont la consommer. Donc nous voulons à travers cet édito là interpeller les Burkinabés à vraiment très attention à faire la part des choses. Quand une information est véhiculée, il faut prendre le temps de la vérifier et avant de la consommer parce que il suffit que ces rumeurs-là peuvent nous conduire à poser des actes vraiment qui ne sont pas qui peuvent porter un coup dur à la nation. Je prends simplement le cas des dernières rumeurs sur la tentative de coup d'État. Vous voyez que le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, il a démenti, il n'a pas parlé de tentative de coup d'État. Il dit que le président Ibrahim Traoré n'a pas, lorsqu'il a rencontré les acteurs de la société civile, il n'a pas parlé de tentative de coup d'État, mais de velléité de déstabilisation. C'est vrai que peut-être qu'il y a un jeu de mots, mais il dit que clairement il n'a pas parlé de tentative de coup d'État, mais de velléité de déstabilisation. Donc, nous voulons, à partir, si vous avez remarqué, depuis la prise du pouvoir par le MPSR 2, donc le 30 septembre, 1er octobre, vous voyez que les rumeurs sont véhiculés quasi quotidiennement. Même le jour de la tentative, de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu des rumeurs. Lorsqu'on disait par exemple que le président Damiba s'était réfugié à la base militaire française à Cambouensin, vous voyez le tollé que ça fait. Les gens sont immédiatement sortis dans les rues. Est-ce qu'il était là-bas? Non, ça a été très vite démenti. Et les rumeurs comme ça se sont enchaînées. Et vous voyez que lorsqu'on a dit, que le lieutenant-colonel Damiba était chez les Français, vous voyez ce que ça a provoqué. Ils sont allés détruire l'ambassade de France, l'Institut français et d'autres emprises de la France au Burkina. Et vous voyez que jusqu'aujourd'hui, ça continue. Donc c'est pour dire que si on y prend garde, ça peut nous conduire vraiment à un certain nombre de dangers. C'est vrai aussi que les autorités ne peuvent pas répondre tout le temps à ces rumeurs-là, mais je pense que quand il y a une rumeur qui est distillée et que les populations, une partie de la population croit à la véracité de l'information qui est véhiculée là, que l'autorité prenne ses responsabilités, coupe court à cette rumeur-là et donner la vérité, dire la vérité aux gens. Vous voyez que pendant 2 jours ici, les gens ont manifesté, mais il n'y a pas eu de réaction.
Il n'y a pas eu de réaction de la part de l'autorité. Il a fallu qu'il y ait... On vient nous dire encore que le président Ibrahim Traoré a confirmé et aujourd'hui on nous dit que non, il n'a pas confirmé, que c'est des velléités de déstabilisation. Tout ça c'est parce que l'autorité n'a pas pris ses responsabilités et donné la vraie information aux gens. La vraie information, et il est vu qu'on fait pour un rien, les populations sortent facilement dans les rues à travers les réseaux sociaux, d'où sont distillées ces rumeurs. Est-ce que ces réseaux sociaux ne sont pas devenus un couteau à double tranchant pour le régime de transition? J'allais dire que il faut observer ce qui s'est passé. Nous avons eu des rumeurs qui ont circulé, des gens qui ont manifesté toute la nuit. Et le matin, c'était silence radio. On n'a pas vu une autorité parler. Il a fallu la rencontre du président avec les responsables des organisations de la société civile. Et après, certains médias ont relayé qu'il a confirmé. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Communication qui nous dit qu'il n'a jamais parlé de tentative de coup d'État, qu'il a évoqué des velléités. Pour moi, je fais remarquer que la velléité, c'est une intention, c'est un vouloir qui n'a jamais abouti à une décision. On ne prend pas la décision d'aller à l'acte. Mais est-ce que c'était opportun, pendant que ça court dans les rues de Ouagadougou, qu'il y a eu une tentative de coup d'État et que les gens sont sortis manifester tout au long de la nuit, d'évoquer cette question-là avec des responsables des organisations de la société civile. Et si le président l'a fait, peut-être c'était à dessein. Et si aujourd'hui ça a mal tourné, c'est à lui de tirer les conséquences et de recadrer un peu sa communication. Parce que c'est connu dans la rue de Ouagadougou, moins de choses, certains depuis sa boutique peut fabriquer et faire couler une rumeur et il n'y a rien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, et c'est comme je le disais au départ, quand il est arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim, il dit s'il a flirté avec la rue une fois, ça va arriver à plusieurs reprises. Et parfois même, ça va aller contre ses intérêts et il ne pourra rien faire. C'est ce que nous sommes en train d'assister à partir d'un message sur Facebook ou bien sur WhatsApp. On mobilise les gens à la place de la nation ou ailleurs pour manifester. Je pense que ça devient un peu difficile à gérer. D'accord. Alors Abdoulaye Tawa, on a justement vu sur le cadrage du ministre de la Communication par rapport à ces rumeurs de coup d'État. Il appelle les journalistes à plus de professionnalisme. Comment est-ce que vous comprenez cela? Bon, il est dans son rôle d'essayer de corriger les dérapages que l'exécutif fait. Donc, comme l'autre l'a dit, c'est peut-être une question de terminologie. Bon, je ne vais pas revenir sur la polémique, mais il faut dire qu'eux-mêmes ne se sont pas rendus service sur ce coup-là. C'est-à-dire que aucune communication officielle et la seule communication qui vient, elle n'est pas claire. Donc, c'est normal encore, ils amplifient eux-mêmes, en fait, l'atmosphère dans laquelle le pays se trouve, où on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Aujourd'hui, après avoir écouté le recadrage du ministre de la Communication, est-ce qu'on peut lui donner un blanc-seing par rapport à ceux qui étaient dans la salle? Il y en a qui continuent de contester que c'est ce qu'ils ont compris, qu'il y avait effectivement une sorte de tentative ou velléité. Donc c'est un jeu de mots, mais je pense que la communication sur ce coup-là n'a pas été très appropriée et il faut plutôt s'en inspirer pour essayer d'éviter d'alourdir le climat, parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Ce dont on voulait savoir, est-ce qu'il y a eu tentative ou pas? Qu'il y a eu velléité ou pas? S'il y a eu velléité, qu'est-ce qu'on a fait? En la matière, ils disent qu'ils n'ont rien fait, ce qui me paraît un peu bizarre. Normalement, s'il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose, ils n'avaient pas de bonnes intentions, il faut leur mettre la justice. Il faut faire intervenir le procureur. Parce que c'est une tentative aussi, j'allais dire, de trouble à l'ordre public. Donc, et c'était la meilleure façon, j'allais dire, de continuer le dialogue. S'ils ont une procédure judiciaire dans le dos, on peut continuer à discuter. Mais si vous voulez, pourquoi je vous crois dans ce cas? Parce que c'est quand même la première fois qu'on voit, on dit qu'il y a eu des velléités de coup d'État, mais on a privilégié le dialogue. Bon, nous, on demande à voir la suite, c'est tout. Je pense que c'est pas de nature à rassurer les gens.
dans la mesure où le président Ibrahim Traoré a une cote qui est très élevée. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire qu'il n'est pas populaire. On ne peut pas dire aussi qu'il n'est pas soutenu par les Burkinabés, même s'il y a des partisans qui sont plus chauds que d'autres. Mais ça, c'est un capital qu'il ne faut pas vendanger. Il faut savoir l'utiliser dans le sens des objectifs que lui-même il s'est fixé, c'est de libérer le territoire national des hordes terroristes. Et je pense que il faut qu'on fasse un peu attention, parce que comme on a dit, si c'est la rue, parce que la rue, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand on regarde la rapidité avec laquelle les gens se mobilisent via les réseaux sociaux, si ça continue, toutes les semaines, on aura des manifestations, qu'elles soient fondées ou pas. On se rappelle aussi de l'exemple avec le précédent chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, où on avait restreint l'accès à Facebook. Et on a vu ce que ça donnait. Oui, mais ça pose un problème global en fait. Parce qu'au Burkina, il y a un travail qui n'a pas été fait. Malheureusement, on est tous responsables. Moi, j'étais responsable de l'Observatoire burkinabé des médias. Il y a le CSC. Il y a même le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un travail qu'il faut faire. Ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Ça commence très tôt. Et les réseaux sociaux sont en train de se développer. Il n'y a pas de filets sociaux pour encadrer notre jeunesse, pour encadrer même pas la jeunesse, mais tous les utilisateurs potentiels à la gestion de l'information. Comment digérer une information? Comment ne pas se faire manipuler? Si ce travail est bien fait, l'information va être, j'allais dire, mieux traitée, pas mieux traitée, mieux reçue par les populations, et les gens sauront faire la part des choses. Sinon, un jour, vous allez vous asseoir chez vous, et WhatsApp va vous dire que les djihadistes sont sur le territoire, et toi qui as pris la première frontière, alors que peut-être qu'il ne s'est rien passé. Voilà, on doit revoir nos attitudes vis-à-vis même des médias sociaux. Est-ce qu'on doit croire à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Je dis non. On doit peut-être écouter, entendre, mais aussi mâcher cette information, la vérifier soi-même, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas des médias. Ce n'est pas toujours des professionnels de l'information qui y sont. En l'occurrence, il faut se référer aux médias professionnels pour vérifier, j'allais dire, pour accepter, enfin, pour crédibiliser une information. Et je pense que de plus en plus, notre rôle aussi, c'est de ne pas faire comme les réseaux sociaux. Justement, c'est attention à ça. Nous, on n'est pas les réseaux sociaux. Nous, on est les professionnels de l'information. On a l'information traitée, recoupée, et on diffuse. En ce moment, toute responsabilité, et on n'est pas caché. On peut nous retrouver, on peut nous demander des comptes, ce qui n'est pas le cas toujours dans les réseaux sociaux. Alors, Albert Nagrego, beaucoup estiment que la rumeur aurait pu être évitée si dès les premières heures on avait eu un communiqué officiel. Est-ce que vous partagez cet avis? Il y a eu une erreur de la part du gouvernement de ne pas faire un communiqué sur cette rumeur-là, parce qu'elle est suffisamment grosse. Quand on parle de déstabilisation d'un coup d'État, il n'y a pas une information aussi entre griffes dangereuse plus que ça, et pour qu'on reste là silencieux. Personnellement, j'étais convaincu 72h96 après que quand il n'y a pas eu de communiqué officiel, c'est que quelque part il y a une raison, parce que même sous le président Damiba, on a vu, c'est des OSC qui ont annoncé qu'il y a eu des tentatives de coup d'État contre Damiba. Et cette fois-ci, ne soyez pas également étonnés que des OSC annoncent qu'il y a un coup d'État aussi qui était en préparation. Certains ont vu des mouvements de certains militaires dimanche dans la nuit, même si ce n'était pas forcément dans un cadre pareil, ça contribue également à élever le niveau des psychoses. Et donc tout cela, il n'y a pas eu de communication jusqu'à ce que ça contribue à alimenter davantage la rumeur pour arriver aujourd'hui au démenti que nous avons. Mais dans tous les cas, on est dans un État qui manque encore de fermeté. Depuis le pouvoir de Roch Kaboré jusqu'à Damiba à aujourd'hui, c'est un État qui manque de fermeté, c'est un État qui est où on est et c'est du laisser aller. Autant on a vu des loubards sous la transition de Damiba qui sortaient menacés de conférences de presse. De la même manière, on a également ce groupuscule des gens, parce que moi je ne les qualifie pas de la rue d'ailleurs, parce que pour moi c'est pas significatif. Et j'ai toujours dit, depuis le 30 septembre jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas cette foule-là, vous n'avez pas
un visage, vous n'avez pas un nom. C'est une foule qui sort comme des éphémères et puis après disparaît. Mais attends, de quelle rue on parle? Aucun leader de la société civile, aucun leader de parti politique, aucun leader d'opinion qui s'élève, qui se met devant. C'est des gens qui sortent comme ça. On a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas d'activité, qui n'ont rien à faire. Et puis, quand on claque le doigt, on se lève avec des sifflets et puis on occupe les rues de façon, comment dirais-je, sans répression, sans menace. C'est-à-dire qu'ils occupent les rues sous le regard des forces de sécurité. Ils paradent, ils vont à Camouessin, ils reviennent, ils attaquent l'édifice qu'ils veulent et puis ils disparaissent encore tout seuls. Pour moi, c'est très dangereux dans cet état-là et je ne sais pas à qui profite véritablement cette manière de faire. Si c'est le président Ibrahim Traoré, c'est dangereux. Si ce n'est pas lui, il faut mettre de l'ordre très très rapidement parce que depuis le 30 septembre jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu de manifestations réprimées, excepté peut-être la dernière fois qu'ils ont tenté d'aller s'en prendre à l'ambassade de France où on apprend qu'il y a eu l'usage des gaz lacrymogènes. Mais c'est quoi finalement? Donc c'est un état qui manque de fermeté. C'est un état où on a presque un gouvernement qui n'existe pas parce qu'il faut mettre de l'ordre. Tant qu'on ne mettra pas de l'ordre, tant qu'on ne mettra pas de la discipline dans les rangs au niveau de la population et de l'armée de façon générale, on ne peut pas amorcer la lutte contre le terrorisme parce qu'à ce rythme-là, ça profite à tout le monde, à n'importe qui. Et je suis désolé de dire, mais c'est dommage. On est habitué à ça. Quand il y a des déclarations importantes, c'est des OSC qui sortent, ils sont dans le secret des dieux, ils sortent et puis devant la presse, ils font l'annonce, personne ne vient le démentir. Et je l'ai dit, au temps des Damiba, ils ont annoncé que c'est 3 coups d'État. On n'a jamais vu la justice militaire interpeller un militaire de soupçon de déstabilisation. On n'a jamais vu également une communication officielle qui a confirmé ou démenti. La justice également ne s'était pas auto-saisie jusqu'à ce jour. Ce qui vient de se passer le lundi également, c'est pareil. Un matin, on sort à la place de la nation. Et puis on crie, on siffle. Quand on demande, c'est des gens qui veulent faire tomber le président et nous on s'oppose. Pas de communiqué, la justice ne s'auto-saisit pas, rien. Et puis voilà, un soir également, des médias et des réseaux sociaux commencent à dire oui, c'est vrai, le président a tenu de tels propos. Et après on voit que non, le président n'a jamais tenu de tels propos. Voilà, on passe 48 heures à faire des débats sur des futilités alors qu'on a plus important que ça. Et justement, le ministre de la Communication appelle les médias à plus de professionnalisme. Mais il y a 2 choses. Si c'est le cas, désormais, des rencontres de telle nature, il faut l'ouvrir à la presse. Et puis la presse est là, on regarde. Parce qu'on a l'impression de vouloir écarter la presse. Mais vous pensez que tout ce qui se dit entre les 4 murs peut rester véritablement entre tous ceux qui participent? C'est tout à fait normal. Les médias et les réseaux sociaux font normalement leur travail. Moi, en principe, après une rencontre, quel que soit le degré de secret ou de confidentialité, c'est mon droit d'aller vers ceux qui ont participé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit. Et c'est mon plein droit également de faire confiance à mes sources et de l'écrire. Maintenant, si après on vient dire que c'est faux, mais qu'est-ce que vous avez fait également pour que ce soit vrai ou qu'on ait la bonne information? Donc aujourd'hui, il a dit qu'il y a des gens qui ont participé qui continuent de dire que ces propos ont été tenus. D'autres également disent que le gouvernement dit qu'à son côté, on n'a jamais parlé de coup d'État. Mais qui a été témoin? Mais vous voulez que moi, la presse, je reste muette sur l'affaire, cette rencontre? Non. C'est mon devoir d'aller chercher, de comprendre qu'est-ce qui a été, ils ont parlé de quoi, qu'est-ce qui a été dit, et de rendre ça public. Donc je pense que il faut davantage, parce que depuis aussi l'arrivée d'Ibrahim Traoré, de plus en plus les rencontres, on le dit c'est off, on le dit c'est huis clos. Mais après ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et vous semblez être sur la même longueur d'onde au niveau du quotidien. Vous dites dans votre édito, il est du devoir de l'autorité de situer l'opinion publique et couper court à ces rumeurs. Est-ce que vous partagez justement le même point de vue qu'Albert Naglego? Oui, effectivement, parce que on ne peut pas... pour des individus qui s'expriment souvent, il paraît qu'on a entendu dire que on nous a informé que c'est pourquoi nous sommes sortis. Bon, ça n'a pas de sens. Donc il faudrait que l'autorité prenne ses responsabilités, comme je l'avais dit tantôt. Il faudrait que l'autorité prenne ses responsabilités, donner la bonne information, parce que les médias vont continuer à faire leur travail. Et le travail, c'est quoi? C'est les sources d'information. C'est les sources d'information. Et même moi, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai des sources qui étaient là-bas, qui continuent qui ont confirmé que le président a tenu de tels propos. Bon. Et le ministre de la Communication dit le contraire. Il parle de velléité. Donc il faudra qu'il y ait un communiqué officiel pour dire, pour nous donner la vraie information. Mais au-delà,
il faudrait qu'on n'écarte pas la presse. C'est une rencontre de telle nature, il faudrait que la presse soit associée. Si on a été capable d'inviter des dizaines d'organisations de la société civile, mais pourquoi le faire dans le secret? Il faut inviter la presse, il faut permettre à la presse de faire son travail. Oui, une réaction. Non, moi je suis d'accord que le président rencontre les couches sociales, les catégories professionnelles, enfin. Il a rencontré les médias, les partis politiques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut qu'on corrige, comme il a dit. Dans les préparations de ces rencontres, je pense que pour les médias, on avait dit que c'était un off intégral, si je ne me trompe. Je ne sais pas si tu étais... Nous, on s'est demandé un off intégral, ça voulait dire quoi? Mais à peine on a quitté la salle, je crois qu'il y avait la communication de la présidence qui était là. Juste après, il y a eu un communiqué et les gens ont commencé à réagir. Et je pense aussi qu'il faut voir aussi le format de ces rencontres. Si c'est des rencontres d'échange entre le président et des catégories sociales, il faut nous dire, et moi je propose qu'on enlève le off. Parce que c'est un faux off. Voilà où ça nous a. Voilà où parce que chacun sort dit ce qu'il a compris. Je ne sais pas s'il y a un enregistrement des propos du président. Si ça n'a pas été enregistré, comment on peut faire la preuve aujourd'hui qu'il n'a pas dit coup d'État et qu'il a dit vérité? Mais ça, c'est au service de communication de la présidence d'essayer de nous rapporter la preuve pour que la polémique même s'arrête très rapidement parce que c'est pas très glorifiant. Donc c'est ces rencontres-là, si c'est des rencontres de discussion, on ne peut pas faire un off avec 100 personnes. C'est pas possible. 2, 3 personnes, 8 clos, oui, si ça sort, on sait à qui c'est sorti. Vous avez 100, 200 personnes et vous ne voulez pas que ça sorte. L'information, peut-être même quelqu'un est dans la salle, il a somnolé puis il a entendu un truc après et le bouche à oreille va faire que ça va partir. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de revoir. C'est des discours transparents. On peut admettre là, effectivement les médias, on va rendre compte de façon assez, j'allais dire responsable, pour éviter les malentendus. D'accord. Alors Lévi Confé, l'expression utilisée par le ministre de la Communication dit qu'il s'agirait de velléité de déstabilisation et non de tentative de coup d'État. L'explication diffère déjà. Quelle est l'explication que vous avez au niveau de l'Observateur, par exemple? Bon, pour ma petite compréhension, j'avais déjà évoqué la question. Pour moi, une velléité, ça reste une intention. Ça reste un vouloir. On n'est pas allé jusqu'à prendre la décision de regrouper les moyens et puis aboutir à ce qu'on a comme intention. Alors qu'une action, une tentative, il y a une action qui soutient la tentative pour faire réussir l'acte qu'on veut poser. Mais là, vraiment, entre les deux expressions, et j'avoue qu'il y a un hiatus, parce qu'il y a, par exemple, quand on dit velléité, je ne vois pas l'action. Et comment déceler une velléité? Bon, je me pose vraiment la question. Et si c'était une tentative, on allait voir l'action quand même et le mouvement d'aller faire tomber le président. Mais une velléité, c'est que la personne est restée dans son petit coin pour dire, bon, moi je veux faire tomber le président, sans qu'il n'y ait quand même l'action, la décision d'aller faire. Donc pour moi, en tout cas, entre les deux expressions, je trouve que ça ne dit pas la même chose. Ça, c'est ma petite compréhension. Maintenant, pour revenir à ce que le grand frère disait, le fait de fuir la presse comme la peste et de tenir ces rencontres-là, voilà là où ça nous amène. Vous savez, quand vous regroupez des gens et que vous dites, bien sûr, la presse n'est pas là, mais il n'y a pas meilleur messager que celui de la prison que celui qui vient de la prison. C'est ceux qui étaient là-bas qui ont dit que le président a confirmé le coup d'État. Les médias ont relayé, ils ont des sources, même s'ils ne peuvent pas dévoiler dans cette situation qui leur a dit ça, mais c'est aussi ça, quand on choisit de faire un off intégral, voici les conséquences qui vous reviennent. Alors Abdoulaye Tao, on revient avec vous, car au niveau de l'économiste du Faso, à travers l'édito de la semaine, on s'est également intéressé au mouvement d'humeur des pro-russes. De quoi s'agit-il exactement? Non, manifestement, on sent qu'il y a
Il y a des groupuscules pro-russes qui sont en campagne pour que le pouvoir actuel aille directement, pas avec la Russie, mais peut-être avec Wagner, il faut dire le mot. Et ils multiplient leurs actions d'influence, une façon d'influencer le gouvernement pour prendre une décision dans ce sens. Malgré la position quand même du gouvernement qui, à mon sens, est quand même assez claire. De Damiba à Ibrahim Traoré, la constance, c'était que on va diversifier le partenariat. Diversifier le partenariat, ça veut dire qu'on a nos partenaires actuels et on peut en avoir d'autres pour essayer de nouer de nouveaux partenariats. Donc, j'ai l'impression que ça, une bonne partie, enfin une catégorie de gens n'ont pas compris. Ils sont focus, c'est-à-dire que c'est comme une campagne anti-français ou anti-française pour France dégage. Et nous, à l'économie, on s'est dit, la rue telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, il faut que le pouvoir s'en occupe. S'en occuper, ça ne veut pas dire réprimer systématiquement. S'en occuper, c'est savoir leur parler, donner les informations à temps, préciser le fond de la pensée du gouvernement sur certaines actions qui sont en cours et qui sont à venir, parce que s'il y a ce vide-là, les forces occultes vont continuer la pression. Et moi, je crains, et ça c'est une crainte qu'on a exprimée au niveau du journal, que cette escalade, parce que vous voyez quand même des gens qui vont, c'est la deuxième fois qu'on attaque l'ambassade de France. Ils étaient à Cambon-Ici. Une base militaire, des civils qui attaquent une base militaire. Un militaire, sa position, il la défend. Donc, il peut avoir un dérapage. Peut-être que c'est ça que les gens cherchent en mettant les gens dans la rue contre les intérêts français, etc. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut qu'on recadre un peu cette rue-là, si tant est qu'on peut vraiment la maîtriser. Mais je pense qu'il y a forcément des gens derrière. On a un État organisé, on sait où les trouver et où leur parler. Pas réprimer, mais leur parler, leur servir un discours, les rassurer sur l'action que le gouvernement entend mener dans le sens du développement des partenariats. D'accord. Alors Albert, on parle de cet édito de l'économiste du Faso. Les pro-russes sont toujours dans les rues. Le diplomate français Luc Alade a été reçu dans la semaine par le chef du gouvernement. On a suivi un peu ces échanges. On parle d'une demande de financement des VDP et une fourniture en armes. Quelle est votre appréciation? Même sur cette information de la presse, je suis très prudent dessus. Malheureusement, je n'ai pas entendu de vive voix le Premier ministre le dire, mais je me pose bien la question, comment un chef du gouvernement peut, dans ce contexte-là, tenir des discours... C'est un communiqué du DCRP de la primature. Même le DCRP, est-ce que... Je l'ai vu dans d'autres journaux français également qui reprennent le DCRP, mais moi je me pose bien la question, est-ce que ça a été bien rendu fidèlement? Si ça a été bien rendu fidèlement et que ça vient du Premier ministre, c'est qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est-à-dire? Parce que dans ce contexte où on recrute, et c'est le discours du patriotisme partout, c'est le discours de, je ne sais pas moi, du nationalisme en griffe partout, c'est le discours également de France va ou bien France out, je ne sais pas moi. On reçoit un ambassadeur de France et on lui dit que les VDP que nous sommes en train de recruter, nous attendons de vous de l'aide financièrement, armement, munitions, et vous parlez de diversifier les partenaires. Bon, c'est très ambigu, il y a des contradictions. Donc là également, j'ai vu l'information, j'ai refusé de croire jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas où je vais pouvoir me rassurer que c'est vraiment les propos tenus par le Premier ministre avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Dans d'autres cas également, je suis par exemple inquiet aussi, par exemple, quand il parle de la mobilisation qui certainement pourrait être soutenue. Au Mali, ça a commencé comme ça. C'est des mouvements populaires, mais là au moins on savait clairement qu'il y avait des OSC qui sont reconnus, qui portaient le message et qui affirmaient, qui avançaient à visage découvert et qui défendaient. Et même quand la presse a commencé à dire qu'il y a Wagner qui s'annonce au Mali, on a vu des OSC qui sont sortis tout de suite, montés au créneau, dit qu'ils soutiennent et ils applaudissent l'arrivée de Wagner. Au Burkina, c'est pas la première fois. Même avant la chute du régime Kaboré, des sources diplomatiques vous diront que des influenceurs russes ont été aperçus à Ouagadougou, notamment à l'aéroport, à la place de la Nation. Et donc, c'est pas étonnant aujourd'hui que ces influenceurs-là continuent également de faire leur travail, même si on refuse de nous dire officiellement. Mais
je crois également que le gros danger, c'est le fait qu'on refuse d'accepter, c'est le fait qu'on soit là à pousser peut-être ce groupuscule-là devant les faits et espérant que c'est eux qui vont porter la cause du partenariat. C'est dommage. Il faut s'assumer. L'autre chose, pour revenir sur la question de la visite de l'ambassadeur de France et de l'Union européenne, j'étais étonné de voir également, ça revient à ce que je parlais de gouvernement de fermeté. Je ne sais pas en quoi, dans cet état-là où vous êtes hostile, en griffe à un partenariat, la France, coup sur coup, on a l'Union européenne qui est en audience avec le président de la transition, après le Premier ministre, après on a l'ambassadeur de France, on sort le même discours, c'est le même discours que les deux parties tiennent. L'Union européenne sort, on a beaucoup d'argent pour le Burkina Faso. Et puis après, il y a l'ambassadeur de France qui dit oui, on a 100 millions de dollars dans le cadre du partenariat ou de l'aide budgétaire chaque année, ce qui équivaut à 65 milliards. En fait, ils sont tous sortis avec le discours d'argent. Ils sont sortis également avec le discours que le chef de l'État est un homme de précision qui sait où il veut amener le Burkina Faso. L'ambassadeur de France dit je ne suis pas prêt pour rentrer si les autorités burkinabées, la force spéciale également reste. Mais attendez, regardez cette communication, cette action de communication de la France et de l'Union européenne en 48 heures dans la vie de cette nation-là qui s'est dit depuis le 30 septembre qu'on veut changer de partenaire. On ne sait pas ce que finalement on veut. Et on touche à tout. On est en train d'essayer tout. On se contredit. Je suis désolé, mais je dis, il faut que le gouvernement revoie sa stratégie. On a l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de communication, il n'y a pas une vision claire de là où on veut aller et c'est dommage. Et je pense qu'à ce rythme-là, on risque de perdre encore davantage d'autres partenaires, comme d'ailleurs des partenaires comme le Mali aujourd'hui qui se montre de plus en plus très proche du Burkina, ou le Burkina qui se montre de plus en plus très proche du Mali. Et il y a tellement de micmac. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Voilà. Je le dis parce qu'il y a eu tellement de problèmes ou tellement de ratés ces derniers jours. Et quand je repars de la participation du Premier ministre à l'initiative d'Accra et le discours qui tient après cette initiative, les audiences accordées également ces derniers temps, avec les déclarations qui ont été faites, les rumeurs de coup d'État, avec ces gens qui sortent de nulle part, je pense qu'il faut que le gouvernement se ressaisisse très vite et se dise qu'on doit regarder ensemble dans la même direction. Ce n'est pas l'affaire d'un seul ministère où chacun vient faire son show devant les médias et puis il disparaît. D'accord, une réaction? Non, ce qu'il dit est juste, mais effectivement, vous voyez que tout est tombé comme un château de cartes. En fait, il y a une contre-attaque médiatique où le gouvernement est pratiquement victime de sa propre stratégie. Parce que on a l'impression, je peux me tromper, on a l'impression que le gouvernement veut développer son partenariat plus en profondeur, soit avec la Russie, soit avec Wagner. Là, je reste dans le flou, mais déjà avec la Russie, on est déjà ensemble. Peut-être que c'est ça qu'il faut développer autrement. Wagner, en plus, je ne sais pas. Pendant que les gens manifestent pour ça et que le gouvernement ne dit rien, ne dit pas un discours clair pour ou contre, comment ça va se faire, il n'y a pas de lisibilité, on reçoit. Il y a seulement 2 semaines qu'on a attaqué l'ambassade de France. On reçoit l'ambassadeur de France et il sort et dit que les forces françaises restent, le format change et la coopération française va se poursuivre. Et là, ici, quand vous regardez dans le communiqué, on dit que l'ambassadeur s'inquiète du fait que les ONG françaises ont du mal. Et c'est là que le Premier ministre rétorque pour dire, non, justement, donc aidez-nous. C'est comme s'il disait, aidez-nous à permettre aux ONG de faire correctement en nous donnant, en nous équipant. Donc, c'est quelque chose que l'opinion a du mal à digérer. Parce que même s'il y a la grande masse des gens qui ne disent rien là, bon, ils se disent, on attend de voir ce que le gouvernement va faire dans ce cadre de renforcement des partenaires. Et subitement, on se rend compte que ça ne va peut-être pas bouger. Au contraire, les gens sont en train de redistribuer les cartes. Hein? Et on se pose la question finalement, qu'est-ce que le gouvernement veut? Qu'est-ce que le gouvernement... Et ça, cette question, beaucoup de Burkinabés sont en train de se la poser actuellement. En fait, ce que je voulais ajouter, on a vu un ambassadeur en termes de communication, donc tout se dit, l'expression faciale, tout. On a vu un ambassadeur qui sort requinqué,
qui sort avec une bonne mine dans un contexte où chaque jour dans des médias où des gens sortent pour aller s'en prendre à l'ambassade de France ou à l'Institut français, mais il ressort avec un bloc confiance, requinqué, bonne mine, et puis ça dénote également qu'il prend le dessus. Surtout, tout à fait. Ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas le Premier ministre qui devrait recevoir l'ambassadeur de France. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas dans le protocole, mais du point de vue politique, de ce qu'on attend dans les déclarations, dans les discours de tous les jours, peut-être qu'aujourd'hui, à la limite, peut-être c'est le ministre des Affaires étrangères ou son ministre délégué, ou en tout cas, pas forcément, même s'il le reçoit, ça va être une rencontre, pas d'audience, à huis clos là-bas, entre eux. Moi, le lendemain, j'ai vu dans la presse française, surtout RFI, mais quand j'ai vu le titre de la rencontre, ça pose problème. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais c'est moi qui ne comprends pas français ou c'est quoi le problème? Après, on a échangé avec des gens. J'ai dit, mais le problème c'est quoi? Quand on dit par exemple au Burkina Faso, le Premier ministre va à la rencontre de l'ambassadeur de France. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le Premier ministre qui reçoit l'ambassadeur de France ou c'est le Premier ministre qui va à la rencontre de l'ambassadeur de France? Et quand on lit le contenu, on comprend aisément que tout est fait pour redorer le blason de la France. Si ça peut aider, tant mieux, mais il faut que le Burkina aussi connaisse sa position, sur quel pied danser très rapidement pour ne pas embarquer son peuple dans la confusion totale. D'accord. Et puisqu'on parle de VDP au niveau du quotidien, on a cet édito intitulé « Plus de 90 000 VDP inscrits, engagement patriotique manifeste pour la patrie ». Quelle est la suite désormais? Il vous souviendra que le 24 octobre 2022, il y a un recrutement de VDP qui a été annoncé, 50 000 VDP, 35 000 qui devront servir dans les rangs de VDP au niveau communal et 15 000 au niveau national. Donc des VDP qu'on pourrait déployer sur l'ensemble du territoire national. Donc sur les 50 000 qu'on recherchait, il y a 90 000 personnes qui sont allées s'enrôler. Donc nous considérons que quand même les Burkinabés ont décidé de participer véritablement dans la lutte, puisqu'il y a la guerre populaire qui est annoncée, que les Burkinabés au niveau local, dans les villages, vont participer à la lutte. Donc désormais, il ne reste qu'à les former, parce qu'on ne peut pas donner une arme à un civil comme ça pour lutter sans au moins avoir un minimum de connaissance du terrain, du maniement des armes. Donc il reste qu'à les former, les faire comprendre que désormais, comme on appelle, l'armée, ils combattent désormais aux côtés de l'armée. Donc c'est à eux vraiment je ne vais pas parler d'assiduité, mais de prendre leurs responsabilités, parce que c'est ce qui a été dit. Voilà, parce que le président Ibrahim Traoré, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit que véritablement il faut que les populations participent à la lutte. Participer à la lutte, c'est non seulement le renseignement, mais aussi le combat sur le terrain des opérations. Donc c'est vrai que les 90 000, on ne pourra pas retenir tout le monde, parce que lorsque j'ai regardé ceux qui sont allés s'enrôler, il y a des vieux qui peuvent plus, certains qui peuvent même pas trop marcher. Si on va purger un peu la liste, tamiser un peu, même si, en tout cas, les objectifs sont atteints. Les objectifs sont atteints et il faudra travailler à leur donner l'équipement nécessaire, et la motivation nécessaire, parce qu'il s'agit aussi de motivation, la motivation nécessaire pour que on en finisse avec ce terrorisme, parce que c'est clair que l'armée est submergée et la population a décidé de prendre ses responsabilités. D'accord. Alors, Lévi Confé, on a vu, pour ces questions de VDP, il a parlé tout de suite d'armement en termes d'équipement. Il a parlé également de financement. Et on sait que le Premier ministre a demandé un financement à l'ambassadeur français, également en termes d'équipement. Quel est l'avis au niveau de l'Observatoire Palga? J'allais dire que cette sortie me gêne un peu. Comme la gestion mouton même de la question des rues dans les rues de Ouagadougou. Tu ne peux pas aller à l'initiative d'Accra, aller dire que tu comptes sur des ressources endogènes, notamment les taxes sur l'or, le cacao et le coton qu'on va exporter, et tout s'encalise qu'il est, tu viens, tu demandes à la France de financer quand même la formation, l'équipement des VDP. Moi, ça me fait en tout cas bizarre et ça me gêne un peu. Et il faut dire que les 90 000 VDP qu'on
qu'on a eu, il faut compulser la liste et puis retenir l'essentiel. Et le prochain défi sera voir comment former ces VDP qui ont été massivement recrutés. Parce que la question qui se pose, faut-il les former? Moi, par exemple, si je prends des VDP de Bourzanga, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'axe Bourzanga-Kongoussi, qui est quand même l'axe de tous les dangers, faut-il convoyer tous ces gens pour venir à Ouagadougou? Parce qu'il y a le besoin, tout est urgent, il faut aller très vite. Faut-il les convoyer pour les former à Ouagadougou ou faut-il les former sur place? Et comment procéder pour que tous les VDP du Burkina Faso soient formés le plus vite possible et équipés le plus vite possible? Donc c'est le prochain défi que ces autorités doivent quand même relever. Et une fois ceci est fait, il faut dire qu'il faut arriver à les insérer dans une vraie stratégie de guerre contre le terrorisme. Il ne suffit pas de les former et de les équiper, ça va aussi nécessiter une bonne stratégie où ils pourront se retrouver et être efficaces et utiles dans la lutte contre le terrorisme. D'accord. Alors, je voudrais réagir un peu sur la sortie du Premier ministre, où le Premier ministre a demandé à la France de financer les équipements pour les VDP. Je pense que, je me demande si ce n'est pas une façon pour le gouvernement de mettre un peu à dos la France, parce que la France ne va jamais donner des armes à des volontaires, à des civils. Si c'est l'État burkinabé qui demandait des armes pour équiper l'armée, c'est possible, la France peut financer. Mais donner des armes à des civils, la France ne va jamais faire ça. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de mettre à dos la France, qui va un peu se poser des questions, qui serait un peu gênée et qui peut-être qui va commettre l'erreur? Parce que j'ai l'impression qu'on attend que la France commette une erreur pour qu'on la pousse en même temps à la porte et que, bon, il est dit, on martèle que nous avons une coopération depuis longtemps avec la Russie. Donc peut-être qu'on cherche à mettre à dos la France et puis bon. Chercher la petite bête et puis avancer. Moi j'allais dire que peut-être la France peut donner l'argent et puis dire qu'on donne à l'armée burkinabé. Et l'armée prend, il équipe les VDP. On dit quoi alors? Donc aujourd'hui tout est possible. Pour moi, je ne vois pas ça, je ne vois pas la question de cette façon. Mais pour moi, en tout cas. Mais est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui, après près de 7 ans, 8 ans de crise, qu'on va se mettre à demander de l'argent à la France pour. Non, mais c'est pas ça le problème à mon avis. À mon avis, même si c'est le cas, l'intention est mal exprimée et ça ne sert pas au gouvernement. Ça dessert plutôt le gouvernement et c'est beaucoup plus à l'honneur de la France aujourd'hui que l'État burkinabé. Que ce soit de la boutade, que ce soit également une intention réelle, l'un dans l'autre, ça ne sert à pas. C'est aujourd'hui comme ce que Christophe Dabiyoye, l'ancien Premier ministre, à l'époque a dit devant l'Assemblée nationale qu'on n'a pas de stratégie de lutte contre le terrorisme, qu'il dit ça dans un contexte de plaisanterie ou au sérieux. Vous voyez, aujourd'hui, ça continue de le rattraper et ce n'est pas à l'honneur du Burkina que de demander des intentions. Et c'est des choses qui peuvent se faire dans d'autres cadres beaucoup plus restreints que dans un cadre d'une audience pareille, quoi, à mon avis. D'accord. Et je reste en même temps avec vous, avec le succès de l'enrôlement des 90 000 VDP. Quelle peut être la suite? D'aucuns estiment déjà que la peur a changé de camp. Bon, moi, je ne sais pas trop, parce que on a vu que rien que quelques jours, là, 48 heures à Tougan, on a vu ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai toujours dit, on peut, à la limite, se poser des questions, comment dans les hameaux de culture ça arrive, comment dans les villages ça arrive, mais quand ça devient dans un chef-lieu de province, ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a quand même, comment dirais-je, il y a quand même du mépris, c'est quand même fort pour arriver à un chef-lieu de province qui regorge le commissariat, les gendarmeries et même Tougan aujourd'hui. Et je pense que l'Union européenne avait aidé le Garci à mieux s'installer à Touéni dans la zone parce que c'était une zone qui était devenue également un terreau aussi fertile pour les groupes armés terroristes parce que c'est une zone également qui n'est pas loin de la frontière malienne. Bref, mais pour le cas de 90 000 VDP, on peut dire qu'il y a eu un engouement. Mais si on essaie de désagréger, on va voir également que ce n'est pas forcément aussi une satisfaction. On a besoin de 15 000 VDP nationaux, je pense, et 35 000 au niveau communal. Mais il y a des communes aujourd'hui qui sont dans des zones, on va dire, zones à fort défi sécuritaire, mais où il n'y a pas eu d'engouement en tant que tel, ou des communes qui sont délocalisées désormais, qui sont dans les chefs-lieux de province ou chefs-lieux de région, alors que c'est là où on a véritablement besoin de lutter contre les terroristes et ramener progressivement la population, ramener l'administration. Et si dans ces zones, on estime que c'est les gens qui sont censés mieux connaître la zone et participer à la lutte contre le terrorisme, si l'engouement n'est pas du tout au rendez-vous, ça pose problème. Quand vous prenez une commune comme Ouagadougou, selon les chiffres de la mairie, on a 7 000 inscrits.
Alors, les 7 000 inscrits, est-ce que c'est le même cas à Waïguia? Est-ce que c'est le même cas à Dori? Est-ce que c'est le même cas à Djibo? Est-ce que c'est le même cas à Fada, Ngouma? Bon, c'est quand on va regarder à Fada, à Dori, à Djibo, et puis à Titao ou encore dans d'autres zones, quand il y aura une forte mobilisation, on va se dire que voilà, les populations sont en train de comprendre et de vouloir faire une résistance populaire. Donc il n'y a pas de problème. Mais le plus dur également commence maintenant parce que il y aura la question de la formation, il y aura la question de l'équipement, il y aura également la question de prise en charge des VDP, il y aura la question sociale, notamment je veux parler des veuves, je veux parler des orphelins, parce que quand vous partez aujourd'hui dans les hameaux de culture ou dans les régions, vous avez des VDP qui se plaignent, des camarades qui sont tombés au combat, et les femmes, les veuves sont restées comme ça, pas de suite, pas d'encouragement, pas de prise en charge, pareil pour les orphelins également, et donc ce n'est pas bon pour le moral de la troupe, ce n'est pas bon pour les autres qui sont en train de s'engager, et il y a beaucoup qui sont stigmatisés aujourd'hui parce qu'ils se sont engagés dans les VDP, d'autres ont vu leurs femmes partir parce que les terroristes menacent des représailles, et d'autres également ont vu les parents leur dire de ne plus mettre pied dans la cour parce qu'on a l'impression que si vous êtes là avec une arme, les terroristes peuvent venir à tout moment nous prendre comme des cibles. Donc, comment on fait pour donner véritablement de l'espoir et de confiance à tous ces gens-là pour qu'ils puissent aller? Parce qu'il ne faut pas que les gens voient le recrutement des VDP comme un moyen de quitter le chômage, et on va sans conviction, et après on a des désertions, ou après on a des gens qui sont recrutés entre les VDP pour jouer des complices, parce que ça également aujourd'hui ce discours il existe. Il y a beaucoup de VDP qui vous diront qu'entre eux il y a des VDP à qui on ne fait pas confiance parce qu'on a l'impression qu'ils sont des mèches avec l'ennemi, et parfois des embuscades ou ceux qui arrivent, c'est des connivences avec des groupes armés terroristes. Il y a ce problème là qui existe déjà au niveau des VDP également. Donc on a recruté, on va puiser, mais après, il faut se dire également comment on fait pour que ceux qui vont être formés, prendre les armes, ne décident pas un jour de passer dans l'autre camp. Parce que s'ils passent là-bas également, ils vont aller grossir aussi les rangs de l'ennemi. Et pendant ce temps, le journal Le Quotidien attire l'attention des autorités sur la sécurisation des sites miniers à travers un édito. Quelle est cette crainte que vous exprimez? En fait, au cours de la semaine, il y a un site minier au niveau du Numbiel, Batier, à une cinquantaine de kilomètres de Batier, où des orpailleurs s'en sont pris à ce site minier-là, où ils l'ont incendié, ils ont détruit des véhicules parce que on leur demande de quitter. Voilà. On trouve que c'est le ressort de la mine, et comme il y avait toujours des activités, l'orpaillage clandestin qui se menait là-bas, on a tout simplement demandé de quitter. Ils s'en sont pris simplement à la mine, il y a eu un mort. Et vous voyez que ce n'est pas la première fois. Il y a toujours cette difficulté-là avec les orpailleurs. On a des sites industriels, mais les orpailleurs sont à côté et ils réclament la paternité de ces sites-là. On a vu des cas comme ça dans la zone de la boucle du Moun, vers Oundé. Je pense que dans le Tui, il y a eu aussi cette difficulté-là où des orpailleurs ont brûlé, il y a eu des blessés. Je me demande, est-ce qu'il n'y a même pas eu des morts et tout ça. Donc il faudra que l'État prenne ses responsabilités pour assurer la sécurisation de ces sites-là. Non seulement de la violence populaire à travers les orpailleurs, mais également les terroristes. Parce que si on n'arrive pas à sécuriser, que les mines ferment, est-ce qu'on aura d'autres sources de revenus pendant qu'on parle de lutte contre le terrorisme, il faut qu'on ait des ressources financières pour pouvoir financer nos acquisitions en matière d'armement, même les salaires et tout ça. Donc il faut prendre les dispositions pour sécuriser ces sites-là et éviter qu'on s'en prend quand même on les détruise, on ferme ces sites et que ça nous porte préjudice. D'accord, on tourne un peu vers la page internationale. Hier, Trublion, aujourd'hui apôtre de la paix. C'est le titre de l'édito de l'Observateur Palga sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est un retour triomphal. Oui, il faut dire qu'on se rappelle de la crise de 2004 où Charles Blé Goudé avait joué un rôle qui était vraiment controversé, notamment on lui reproche d'avoir incité les gens à la haine, et ça lui avait valu d'être déposé à la haie, et après un bout de temps il a été acquitté. Et contrairement à Laurent Gbagbo qui est rentré 3 mois après sa libération, lui il a attendu
2 ans, près de 2 ans avant de revenir, et on l'a vu comment il s'est ramolli, le faucon est devenu colombe. En tout cas, ce qu'on retient de lui, l'ancien chef de guerre aujourd'hui, apôtre de la paix. Il a dit que quand le rythme des tam-tams change, il faut changer la manière de danser. C'est une manière de dire qu'il vient en paix, il vient en tout cas se mettre dans la logique et cette dynamique de réconciliation que la Côte d'Ivoire a amorcée, et c'est pour ça on a titré que le hier Tribune, aujourd'hui apôtre de la paix. D'accord. Alors Abdoulaye Tabo, est-ce qu'on peut dire que le processus de réconciliation est bien en marche en Côte d'Ivoire? Bien en marche, en tout cas, il avance, et je pense qu'il avance dans le bon sens, parce que ceux qui se combattaient il y a quelques années, on n'imaginait pas ces personnes-là se retrouver autour d'une table. Pour ceux qui ont vécu la crise, ils ont fait l'effort de se mettre au-dessus d'un certain nombre de considérations. Le premier chose, il y a eu des jugements. On est en train de gracier, même si certains appellent à l'amnistie, mais déjà, on voit qu'il y a... C'est organisé, il y a de la visibilité, on sait où le pouvoir veut aller avec son projet de réconciliation, et il essaie de donner des gages à tous ceux qui pourraient renforcer cette cohésion nationale. Blé Goudé qui rentre, je pense que c'est un acte important après Gbagbo. Je pense que la crise, c'était les deux visages de la crise ivoirienne, en tout cas les visages civils de la crise ivoirienne. Donc aujourd'hui, Blé Goudé qui rentre, c'est un bon point pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est sûr que ça va être politiquement utilisé. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... Ça laisse encore une fenêtre d'ouverte pour la suite. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dans des postures de se combattre comme ce qu'on a vu. Ils ont décidé de rentrer dans les rangs et se battre avec les voies démocratiques, essayer de construire un pays nouveau après l'échec de la violence. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'échec de la violence. C'est un pays qui renaît un peu de ses cendres. Après, il y a 10 ans, on a 10 ans d'un pouvoir démocratique, même si on n'est pas d'accord de comment c'est arrivé. Mais ce qui est sûr, les institutions fonctionnent. Et ils sont dans une logique de reconstruction politique. Et je pense que c'est à saluer maintenant. De quoi peut arriver, mais dans l'esprit, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Albert Nabrego, est-ce qu'avec cette dynamique, on pourrait peut-être espérer voir le retour de Guillaume Soro? Non, ce n'est pas deux sujets pareils, mais le problème c'est que Blé Goudé a été condamné, Laurent Gbagbo également a envoyé à la CPI, ils ont été acquittés, donc il n'y a pas d'événement, c'est un non-événement à leur retour, c'est l'ordre normal des choses, que Alassane Ouattara le veut ou pas. Ça fait tout de même 2 ans qu'il a été acquitté. Oui, mais que tu le veuilles ou pas, ils sont ivoiriens, ils ont été acquittés, ce pourquoi ils ont été acquittés, ils vont revenir au pays naturellement. Maintenant, s'ils ne reviennent même pas, c'est ça qui devient un problème avec le pouvoir en place, parce qu'on dira, mais on ne comprend pas le pouvoir en place. Maintenant, ils sont condamnés par la justice ivoirienne, et Laurent Gbagbo arrive, la justice ivoirienne essaie de faire silence sur le cas. Est-ce que la justice va faire pareil pour Blé Goudé? Elle peut faire pareil pour Blé Goudé. Mais à ce moment, est-ce que la réconciliation se fait dans un seul camp? Quand je dis dans un seul camp, est-ce que les victimes aujourd'hui sont d'accord de la manière que ça se passe? Le retour de Gbagbo, on a vu comment les victimes n'étaient pas d'accord, ils ont manifesté et Gbagbo a été dur avec eux dans ses propos. Cette fois-ci avec Blé Goudé, c'est pareil, mais on fait la réconciliation avec qui? Les familles des victimes, ou bien on fait la réconciliation entre nous, acteurs politiques, parce que c'est moi qui ai décidé qu'on vous envoie à la CPI. Si c'est le cas, moi je pense que c'est une réconciliation bien réussie entre Alassane Ouattara et ses anciens adversaires politiques, parce que Laurent Gbagbo est revenu, il a eu droit à tous les honneurs d'un ancien chef d'État. Il a eu des rencontres au moins 2 ou 3 fois également avec Alassane Ouattara. Il a même donné des conditions, des recommandations. Aujourd'hui, Blé Goudé est arrivé également, même s'il n'est pas venu dans les mêmes conditions que Laurent Gbagbo. Donc, politiquement, ça marche. Mais du point de vue social, si on veut vraiment une réconciliation sincère entre les Ivoiriens, je pense que ça pêche encore parce qu'il y a un cas qui demande toujours justice et qui demande que les choses soient faites. Maintenant, pour le cas de Guillaume Soro, ça c'est une question purement politique. Et cette question purement politique, elle pourrait se régler tôt ou tard également par les différentes médiations avec Henri Kona Bédié et puis Laurent Gbagbo également qui fait les bons offices, qui joue les bons offices. Mais je pense que, j'ai dit, l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny avait dit que la paix c'est pas un vain mot, c'est un comportement.
Donc il faut aussi accepter que la réconciliation, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. Si tous les acteurs acceptent également de revoir leur comportement, peut-être que on y arrivera. Sinon, on a déjà vu des forums de réconciliation grandioses avec Laurent Gbagbo en 2000, je me rappelle plus bien, c'était en 2002. Après ça, on a eu des ministères de réconciliation conduits par Charles Konan Banny à l'époque. On a vu également le Premier ministre à l'époque, Iliman Diarra, faire de son mieux. Aujourd'hui, on a Kakabe qui est dans un gouvernement chargé de réconciliation. Du point de vue institutionnel, les instruments existent, mais le cœur reste toujours, on va dire, endolori, et on a besoin de désarmer le cœur. D'accord, alors nous sommes pris par le temps. 10 secondes, qu'est-ce que vous pensez de ce retour de Charles Blé Goudé à Côte d'Ivoire? Non, je pense que c'est un bon point pour la réconciliation. Quand tu as vécu un peu la crise ivoirienne, deux camps qui se regardaient en chien de faïence avec des milliers et des milliers de morts, on décide aujourd'hui de faire table rase, même si les deux principaux visages ont été acquittés, on décide de faire table rase sur tout ça et on s'assoit aujourd'hui sur la même table. Je pense que c'est dans une bonne dynamique et ça va permettre aux Ivoiriens qui jusqu'à présent sont un peu divisés quand même de recouler les morceaux et permettre aux Ivoiriens de vivre dans la quiétude. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la Côte d'Ivoire. Justement, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des éditos. Merci aux invités qui ont fait le déplacement. Merci à vous qui l'avez suivi et merci également à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de La Tribune des éditos. Mais d'ici là, portez-vous bien.